Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez. On a déjà quasiment une centaine de personnes connectées. Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent écrire des petits messages? Vous m'entendez bien? Bonjour Hugo, bonjour Justine, Julie. Ravi de vous voir tous aussi nombreux en ce lendemain de tempête à Paris. On va attendre, comme d'habitude, pile 10 heures, peut-être 10h01 pour laisser le temps aux quelques retardataires. Et bien sûr, il y aura un replay disponible, mais je vous invite à rester le plus longtemps possible pour me soutenir dans cet exercice, puisqu'on a 1000 inscrits. C'est l'objectif qu'on s'était fixé avec les équipes marketing. C'est un de nos plus gros webinars et des plus importants aussi parce qu'on va parler d'une transformation qui nous excite beaucoup chez Partout et en même temps qui soulève énormément de questions. Et l'objectif, c'est de répondre à ces questions. Moi, ça fait peut-être 3-4 mois que je travaille sur ce webinar, donc c'est un moment important pour moi et pour l'histoire de Partout, parce qu'on va parler d'une transformation qui nous affecte tous, qui est la transformation du web. Et on est ensemble pour une petite heure, avec beaucoup de contenu. Comme pour tous les webinars qu'on organise, ça va être plutôt intense. On va essayer au maximum de vous apporter de la valeur pendant ce webinaire, avec à la fois des tendances de fond et des astuces à mettre en place de manière concrète pour tous. Donc, comme d'habitude, c'est un peu le credo dans les webinars de Partout. Bonjour Christophe, bonjour Philippe. On est déjà 150 connectés pour ce webinaire. N'hésitez pas à poser vos questions. La présentation va durer 1 heure, alors potentiellement un peu plus, potentiellement un peu moins, mais on prendra le temps de répondre aux questions qui sont posées dans le chat. Vous avez la possibilité de les poser, on les note et à la fin, on répondra à tout. Si jamais des personnes peuvent répondre aussi aux questions qui sont posées directement dans le chat, c'est aussi un moyen de discuter et de collaborer durant cette petite heure ensemble. Déjà 200 personnes quasiment sont connectées et chaque minute nous fait perdre donc 200 minutes. Donc, on ne va pas tarder à commencer pour valoriser ceux qui arrivent pile à l'heure. Il est 10 heures. Donc, pour rappel, aujourd'hui, on va parler du futur d'Internet, de la fin des sites web, de la potentiellement fin du SEO. On va passer 1 heure ensemble. Moi, c'est Thibaut Renouf. Je suis le CEO de Partout. Je vais très rapidement présenter Partout pour remettre du contexte. Et on va se lancer dans 1 heure de décryptage des actualités et des tendances du web ensemble. Donc Partout, c'est une solution à destination des réseaux. Donc il y a énormément de personnes qui sont connectées, qui sont dans le marketing digital, qui ont des réseaux de points de vente. Il y a aussi des agences, des curieux, etc. Nous, on accompagne 1200 enseignes dans 150 pays. Il y aura ce webinaire qui sera aussi en anglais. On est 350 collaborateurs et on accompagne les réseaux sur 3 piliers. Le pilier bleu, le pilier orange et le pilier vert. Le pilier bleu, c'est la visibilité. Donc, on va aider sur la visibilité locale en diffusant les informations de tous les points de vente sur Google Maps, Apple Plan, Waze, Snapchat, IR, TikTok qu'on vient de lancer. Toute la partie Store Locator dont on va aussi parler. La gestion des réseaux sociaux. On a un deuxième pilier qui est le pilier orange, qui est le pilier de la réputation. On gère des avis pour des milliers de réseaux. C'est les avis Google Maps, c'est les avis Facebook. On aide les points de vente à les traiter. On fait des enquêtes de satisfaction NPS, questionnaires. Et on fait de l'analyse sémantique, de la comparaison avec la concurrence. Le troisième pilier de Partout, c'est les messageries WhatsApp, les agents IA, les messageries SMS, etc. Et dans le cadre de notre travail au quotidien, avec 350 collaborateurs, Partout a la chance de collaborer avec 1200 enseignes clientes. Et on a des discussions quotidiennes avec eux sur leurs enjeux. Et depuis 1 an, il y a un énorme enjeu qui remonte, qui est la transformation du web. Et on va prendre 1 heure ensemble aujourd'hui pour décrypter cette tendance. Il est 10h02, on a déjà 300 participants. J'espère que ça va continuer à monter. Et on part sur une prise de recul de quelques secondes sur le web. En 1990, c'est le premier index des titres. Donc, c'est-à-dire qu'on va regarder les titres et essayer de voir comment les organiser dans un moteur de recherche. En 1994, Yahoo lance l'indexation des contenus des pages web, ce qui est déjà une révolution. Et en 2004, Google dépasse Yahoo, notamment grâce à PageRank et donc les backlinks qui permettent de mettre en avant certains sites web. En 2015, il y a le mobile
Et en 2023, il y a l'avènement de l'IA avec ChatGPT. Et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. C'est de l'intelligence artificielle et comment l'intelligence artificielle est une révolution dans le search et transforme complètement tout cet écosystème. Il y a énormément de vidéos qui sont apparues, des super vidéos, notamment celle-ci, de Numérama, que je vous conseille, qui dure environ 10 minutes. C'est une vulgarisation de pourquoi l'IA a tué la recherche web traditionnelle. On va essayer de reprendre ces éléments aujourd'hui. En fait, quand on dit que c'est la fin du web, c'est un peu un abus de langage, puisque c'est plutôt la fin, ou en tout cas la remise en question des liens bleus. Ces liens bleus, on les appelle en anglais des SERP, S-E-R-P, pour Search Engine Result Page. Chaque site web est indexé via un lien bleu que vous pouvez cliquer. C'est comme ça que s'est construit Internet depuis des années. Et ces 6 derniers mois, il y a beaucoup de gens qui prédisent la fin des sites web dans les prochaines années. Et donc, aujourd'hui, on va parler de 4 grands sujets ensemble. Le premier, c'est comment on est passé du SEO au GEO, donc la transformation d'Internet et des pratiques autour d'Internet. La deuxième partie, on va parler du web agentique, qui est un peu un mot galvaudé, mais qu'on va essayer de décrypter et de comprendre les tendances qui sont derrière. Ensuite, on parlera du commerce agentique. Et enfin, on parlera de l'ultra-personnalisation et du futur du web. J'espère que ça vous va comme programme. Et on est parti. 4 minutes d'intro et il nous reste 56 minutes de contenu. Donc, déjà, la fin des sites web, en tout cas, leur remise en question, elle ne date pas d'hier, puisqu'il y a une tendance qui existe qui s'appelle le zero-click search. C'est quand vous faites des recherches sans clic. Et ça existe depuis 10 ans. Le concept de Google, au départ, c'est de fournir des réponses et pas seulement des liens. Donc, ce que Google va essayer de faire, c'est de répondre à vos questions et pas uniquement de vous mettre des liens bleus. Et en fait, ça, on le vit depuis 10 ans, notamment sur des requêtes un peu standards, comme « Quel temps fait-il au Caire ?» »,« Quand est mort Charlemagne ?» »,« Les supermarchés autour de moi ?» etc. Dans ce type de requête, Google nous fournit une interface qui nous permet de répondre à notre question sans qu'on ait besoin de cliquer vers un site web. Et donc, on a toute l'information à disposition, que ce soit via une vidéo YouTube ou un texte. Et donc, les sites web, mécaniquement, vont avoir un peu moins de trafic, ou en tout cas, une part du trafic moins importante par rapport au nombre de requêtes qui est en croissance. Et puis, il y a eu l'avènement de ChatGPT. ChatGPT a été lancé en novembre 2022 par OpenAI et ça a été un peu un pavé dans la mare du web, puisque les gens ont commencé à poser des questions à ChatGPT en langage naturel, en conversationnel, et vous l'avez tous déjà testé si vous êtes connecté aujourd'hui. Et Sam Altman a fait cette déclaration un peu provocatrice, qui a été de dire que le monde n'a pas besoin d'une autre copie de Google parce que c'est ennuyeux. Donc Sam Altman a un peu critiqué Google parce que Google, c'est des liens bleus, et il ne voulait pas faire la même chose. Et donc, en juillet 2024, ChatGPT a lancé son propre moteur de recherche qu'ils ont nommé SearchGPT. Et donc, c'est une interface de recherche qui est différente de ChatGPT, l'interface conversationnelle. Et vous voyez, il y a des onglets de navigation, des colonnes de résultats, des sources. Et donc, on voit que ChatGPT, donc OpenAI, se positionne en concurrent de Google sur certains aspects. En parallèle, il y a d'autres concurrents de Google qui sont apparus et qui se sont dit, comme Perplexity, en fait, le moteur de recherche aujourd'hui va être complètement transformé et il faut générer des réponses par IA, notamment sur des requêtes classiques pour répondre à des questions un peu basiques de manière avec des textes générés. Donc, Perplexity a la chance de compter parmi ses investisseurs des grands noms de la tech, notamment le CEO de Nvidia, Jeff Bezos ou Yann LeCun, le CTO de Meta. Et les rumeurs annoncées il y a quelques jours que Apple serait potentiellement en discussion pour racheter Perplexity, qui vaudrait selon sa dernière levée, 14 milliards. Donc, c'est, si vous êtes dans l'écosystème digital, une société à suivre et qui témoigne de cette tendance à beaucoup d'entreprises à se dire « je veux concurrencer Google » parce que Google, c'est quand même une entreprise qui a fait beaucoup de succès ces dernières années. Et comme Google a été remise en cause, là, je vous donne le contexte. Après, on va rentrer un peu dans plus la technique, mais au moins, ça met le décor pour ceux qui ne connaîtraient pas toute cette histoire. En fait, Google a lancé en mai 2023, alors partout on était à fond parce que c'était une révolution aussi pour nous, aux États-Unis, ce qu'on a appelé Google SGE. SGE, c'est Search Generative Experience. Vous en avez peut-être déjà entendu parler. C'était un test qui était dans le Search Lab et pendant 1 an, les utilisateurs américains ont pu tester l'IA dans Google. 1 an plus tard, à Google I/O 2024, tous les Google I/O, c'est les plus grandes conférences de Google qui ont lieu tous les ans en mai. Et vous voyez en petit en bas à droite, Sundar Pichai, le CEO de Google, qui annonce une nouveauté, les AI Overviews. Et vous voyez une petite ligne en dessous qui dit que les AI Overviews vont être disponibles dans tous les US et dans plusieurs autres pays.
Donc, les AI Overviews, c'est une nouveauté aux US, mais ça va arriver en France. Et ce qui est hyper important pour les entreprises, c'est de se préparer à cette transformation du web. Et c'est aussi ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est comment se préparer à cette transformation du web. Pour ceux qui ne connaîtraient pas les AI Overviews, je vais expliquer en quelques secondes. Les AI Overviews, c'est un bloc que vous voyez ici en vert, qui est un bloc généré par intelligence artificielle qui reprend des informations de différents sites web que vous voyez marqués en source. Donc, si je pose une question basique, comme combien de temps cuire un œuf, en fait, plutôt que de m'envoyer vers différents sites, ça va aller chercher plein d'informations, ça va les regrouper et ça va générer une réponse par IA. Concrètement, on pourrait dire que c'est comme un chat GPT dans Google avec un bloc. AI Overview, c'est disponible dans tous les pays du monde aujourd'hui, sauf dans 3 pays, la France, la Turquie et la Chine. Et bien sûr, on pourrait débattre de pourquoi la France n'est pas dedans. Alors, ce sera peut-être une question pour après, mais j'ai décidé de passer cette question et on pourra en parler si vous avez des questions à la fin. Maintenant, AI Overview, ça doit vraiment être distingué de ce qu'on appelle la position 0. Pour tous les fans de SEO, la position 0, c'est tout simplement un texte qui est pris d'un site web et qui va juste être comme une fenêtre. Et donc, c'est exactement le texte qui vient d'un site web pour répondre à la question. Ici, la position 0, pour la question « How to plug an e-bring car », c'est juste le texte d'un site. Et à la différence de la position 0, les AI Overview, eux, vont être un texte généré par IA, et donc qui n'apparaît sur aucun site, mais qui est juste une génération de texte par Gemini. Et là, vous voyez que c'est beaucoup plus actionnable, et vous voyez marqué AI Overview au-dessus, vous avez 1, 2, 3, et comment faire. En haut à droite, je vous ai mis un graphe de l'évolution de l'apparition des AI Overview et des positions 0, qui sont en rouge, qu'on appelle en anglais feature snippet, et on voit que les AI Overview représentent 10% des réponses en Allemagne, puisqu'en Allemagne, ça a été lancé en mai 2025, et vous voyez que, de manière très intéressante, les AI Overview viennent compléter les feature snippets. Les feature snippets que vous voyez en rouge n'ont pas beaucoup baissé, et donc, en fait, les AI Overview, aujourd'hui, ça représente environ 10% des apparitions et des réponses de Google sur certaines requêtes, et fort est à parier que cela va augmenter dans les prochaines années. Mais en fait, Google ne s'est pas arrêté au AI Overview. En mai 2025, soit il y a quasiment un mois, Google a annoncé les AI Mode. Vous en avez peut-être déjà entendu parler. On va parler de les AI Mode aussi aujourd'hui parce que c'est une révolution pour la manière dont on peut penser les sites web. Les AI Mode, c'est en fait un site web personnalisé pour votre recherche qui est généré de manière automatique par Google pour chaque requête que vous faites. C'est-à-dire que là, ça va être une requête complexe, par exemple, de me préparer un planning de repas pour les prochains jours. Et en fait, ça, c'est une requête complexe qu'on a l'habitude de demander à ChatGPT. Et en fait, Google va pas seulement générer un texte, mais il va générer un carrousel avec des photos, des clics, des avis. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est une nouvelle conception du site. C'est-à-dire que le site, c'est plus quelque chose sur lequel on va en cliquant, c'est quelque chose qui est généré à la volée uniquement pour chaque utilisateur et pour chaque requête. Donc, dans cette vision, on n'a plus un site web pour chaque entreprise, mais on a un site web qui est généré automatiquement pour chaque requête utilisateur. Et ça, c'est une révolution qui risque d'arriver dans les prochaines années, puisque AI Mode, c'est encore un peu balbutiant. Et le point qui est intéressant, c'est que le AI Mode va être intégré dans l'expérience de search aux États-Unis. Maintenant, il y a beaucoup de gens qui posent des questions autour de l'ADS. Si j'ai des textes générés par IA, comment Google va faire de l'argent? Je ne vais pas en parler très longuement aujourd'hui, puisque c'est un aspect qui est un peu plus spécifique, mais je vous ai montré dans cette slide comment les IA pouvaient intégrer de l'ADS. Prenons un exemple très concret. Je demande à Google comment défroisser un vêtement. Google me répond avec un AI Overview qui est généré par une IA, avec un texte et des exemples. Et au milieu de ce texte, Google va ajouter des produits, des e-commerçants, et proposer de racheter des produits anti-défroissage. Et donc, tout simplement, on voit que ce n'est pas parce qu'il n'y a plus de lien bleu qu'il n'y a plus d'ADS, puisque l'ADS va être intégré dans l'expérience d'IA générative. Maintenant, on arrive à la fin de ce début de contexte, et j'aimerais bien juste résumer pour que ça soit clair pour tout le monde, parce qu'il faut bien maîtriser ça pour la suite. Les SERP, c'est les résultats avec des liens bleus, et c'est en train d'être challengé. Les AI Overview, c'est des textes et des modules qui sont générés par IA et intégrés dans l'expérience de search sur une partie des requêtes. Et les AI Mode, c'est des pages d'applications web 100% personnalisées pour la requête et l'utilisateur en particulier. Donc ça, c'est 3 types de manières d'envisager le web. Beaucoup de gens vont aujourd'hui opposer 2 concepts. Un, le concept vert, que vous voyez avec
ChatGPT, qui est un concept qu'on appelle un chatbot ou un agent IA, et un autre type de solution qui est le moteur de recherche qu'on appelle en anglais Search Engine. On voit bien ici que Google, en tant que moteur de recherche, représente beaucoup plus de requêtes que ChatGPT et que les autres agents IA. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'aujourd'hui, on les oppose, mais demain, ça ne fera qu'un. C'est-à-dire que comme Google intègre de l'IA et ChatGPT fait du moteur de recherche, demain, ça sera un seul écosystème. Certes, avec des acteurs qui auront des approches différentes, mais ils auront tous une chose, c'est qu'ils indexeront les sites web et surtout, qu'ils généreront des réponses par intelligence artificielle. Et cette fusion entre les agents IA, qu'on peut appeler chatbot, et les moteurs de recherche, qui en anglais donnent Search Engine, ça donne les Generative Engine. Et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui, c'est des Generative Engine qu'on va utiliser en violet. Maintenant, ces Generative Engine, pour remonter dans ces nouveaux moteurs de recherche d'IA générative, ça amène des réflexions sur comment les marques, les entreprises, les enseignes doivent travailler pour apparaître sur Internet. Et il y a un terme qui commence à émerger qui s'appelle le GEO. Il y a beaucoup de gens qui débattent de est-ce que faudrait utiliser un nouveau terme ou est-ce que c'est pas la suite du SEO. Sans rentrer dans les problématiques et les débats syntaxiques, je vais juste vous expliquer ce que c'est pour que ce soit clair pour tout le monde et ça nous servira pour la suite. Le SEO, c'est pour les Search Engine, moteurs de recherche. Le GEO, c'est pour les Generative Engine, donc les moteurs d'IA générative. À gauche, je demande à Google, qu'est-ce que partout? Là, mon enjeu quand je fais du SEO, c'est de remonter en premier sur cette requête avec mon site. Donc, quand vous faites du SEO, c'est tout simplement du référencement naturel où vous allez essayer de remonter en premier. Au contraire, le GEO, vous n'essayez pas de remonter en premier, mais vous essayez que votre information, celle que vous avez mise sur votre site, apparaisse dans les réponses qui sont générées par ChatGPT ou par Gemini. Et on voit bien l'opposition. Dans un cas, je veux remonter, et dans le cas, je veux être cité ou inclus dans la réponse. Et là, vous avez deux exemples, et j'espère que c'est très clair pour vous parce que c'est important de faire la différence entre ces deux points. Maintenant, vous connaissez sans doute les outils de suivi SEO. Partout propose des outils de suivi SEO local pour savoir si votre point de vente remonte sur des requêtes. Donc, nous, on accompagne énormément d'entreprises qui ont des points de vente ou des agences, etc., pour suivre ça. Mais il y a un nouveau concept qui s'appelle le GEO tracking. Imaginez que je pose la question, quelle est la meilleure marque de jus d'orange à ChatGPT? ChatGPT va me faire une réponse qui m'est personnelle, qui va être de dire qu'en fait, Innocent, c'est top, Andros et Pressade, et il va me citer ces trois-là. Et la question se pose, pourquoi il ne me propose pas Tropicana? Pourquoi il ne me propose pas d'autres jus? Et en fait, le géotracking, c'est de comprendre ce que pensent les IA. Et donc, pourquoi ChatGPT ou Gemini ou DeepSeek ou Mistral ou Copilot me dit que c'est Innocent la meilleure marque de jus d'orange. Et ça, vous pouvez l'appliquer à tous vos business, c'est-à-dire à des agences immobilières, des agences bancaires, des magasins, des supermarchés, etc. Maintenant, il y a énormément de sociétés aux États-Unis qui existent sur ce sujet-là, c'est-à-dire sur le GEO. Pourquoi? Parce que les États-Unis ont pris de l'avance. Les GEO et plus précisément les AI Overview ont été annoncés il y a 2 ans maintenant. On commençait avec les SGE. Et donc, les États-Unis ont commencé à avancer. C'est pour ça que partout, nous, on se positionne vraiment comme experts, parce qu'on a une conviction, c'est que toutes les entreprises françaises doivent apprendre et comprendre ce qui se passe sur l'IA dans le search. Et typiquement, il y a des sociétés qui faisaient du SEO tracking, c'est-à-dire du suivi de positionnement. Je citerai SEMrush ou Ahref, qui se repositionnent en entreprise de GEO. Et là, je vais, par exemple, prendre cette capture d'écran de SEMrush, mais il y a aussi des entreprises françaises qui le font. Et donc là, la tagline qui est facile à retenir, c'est « Customer are asking AI, busy answer ». Donc la question, c'est comment je fais, moi en tant qu'entreprise, pour être la réponse aux questions que se posent les gens sur des IA. Et il y a des sociétés qui vont suivre ça. Et nous, partout, on essaye de favoriser l'apparition de nos clients dans ces recherches sur IA. Et je vais vous expliquer comment on fait et un peu quels sont les ressorts d'une telle stratégie. On arrive à la deuxième partie de cette présentation qui est sur le web agentique. Le web agentique, c'est un peu un gros mot, mais si vous voulez commencer à vous renseigner là-dessus, vous pouvez faire comme moi, c'est-à-dire écouter des dizaines et des centaines d'heures de podcasts sur l'IA, sur
des témoignages, notamment de Sundar Pichai, qui a fait un podcast assez intéressant. Je vous recommande la 3e partie de ce podcast-là, qui dure environ 45 minutes. Il y a aussi un super podcast de Silicon Carnet, que je vous conseille aussi, avec un débat autour de pourquoi l'IA est en train de tuer Google. Et finalement, la conclusion, je vous la donne, c'est que Google n'est pas du tout mort. Et donc, tous ces sujets-là, bien sûr, faut se renseigner, il faut être curieux. Et c'est ce qu'on a fait chez Partout. Et l'objectif de ce webinaire, c'est de vous résumer en 1 heure tout ce que j'ai appris, tous ces sujets que j'ai déjà commencé à vous partager. Il y a une première phrase, et je voulais commencer par celle-là, c'est qu'il y a une personne que vous devez connaître, c'est Demis Hassabis, qui est en gros le CEO de Google DeepMind. DeepMind, c'est la boîte d'IA qui a été rachetée par Google, qui est une boîte britannique, et ce CEO est même pressenti pour devenir le CEO de Google peut-être un jour, et il a dit une phrase qui devrait nous interpeller, qui est « Un web pensé pour les agents n'a plus besoin de pages web ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire que peut-être que demain, les pages web, elles seront vues par des agents IA et pas par des humains. Et donc, c'est ça le concept. L'avènement du web agentique, c'est un web où le contenu est accessible par et pour des agents IA et non des interfaces web, qu'on appelle HTML, qui sont utilisées par vous et moi, des humains. Et donc, le web agentique, c'est l'avènement d'un web qui est construit pour les agents, pour les chatbots. Alors, Sundar Pichai, qui est plus modéré, a rebondi sur cette phrase et a expliqué qu'en fait, le web, c'était une série de bases de données sur lesquelles on a construit une interface d'accès. Et donc là, il faut imaginer que les sites web, c'est une interface qu'on appelle front, qui va juste utiliser la base de données du web. Et là, je vous ai préparé un petit schéma pour que ce soit encore plus clair pour vous. Ce que dit Sundar Pichai, le CEO de Google, c'est qu'en fait, le web, ce n'est pas des sites web, c'est une base de données. La structure du web, c'est une base de données. Donc, l'avenir des sites web, est-ce qu'on pourrait dire que finalement, l'avenir des sites web, c'est d'être réduit à sa base de données? Je vais vous expliquer pourquoi on peut penser ça. Prenons un exemple très simple. Un internaute veut faire une recherche sur Google, Yahoo ou Bing en 2010. Google, Yahoo ou Bing, ici, sont considérés comme des gateways, des portails. Ils vont vous envoyer vers des interfaces qu'on appelle des sites web, qui sont des interfaces utilisateurs pour consommer la base de données du web. On voit bien ici que Google fait le passe-plat, c'est-à-dire qu'il met des liens bleus, il les met très bien, il les met dans le bon ordre pour vous permettre d'accéder à différents sites. Dans ce mode-là, les sites web ont tout leur sens, puisqu'ils apportent une interface de lecture à la base de données du web. Maintenant, prenons le cas où vous avez parlé à un agent IA, à des AI Overview, à ChatGPT, à Mistral, à Perplexity, à Copilot. Là, on imagine que l'internaute parle à une interface utilisateur conversationnelle ou même des sites web générés à la volée qui vont consommer, comme on l'expliquait tout à l'heure, les bases de données du web pour répondre à vos questions. C'est-à-dire que demain, les internautes ne vont plus sur les sites web puisqu'ils vont parler à l'agent IA et que c'est l'agent IA qui va lire votre site web. Et ça, c'est une réflexion qui est très profonde puisqu'on utilise tous OpenAI et ChatGPT au quotidien. Mais si Google, Perplexity, etc. commencent à aller dans cette direction, dans ce cas, à la fin, est-ce que le web sera réduit à une base de données et on n'ira plus jamais sur les sites web? Et les sites web seront générés à la volée pour les internautes. Et ça, c'est une vraie question qui commence à se poser. Il y a plein de débats. Si vous voulez en discuter avec des experts chez Partout, vous pouvez prendre rendez-vous sur notre site et on peut aller plus loin parce qu'en fait, chaque secteur est impacté différemment. Et c'est difficile en 1 heure, bien sûr, de parler de tout. Pour la petite histoire, j'avais 140 slides et Alice, la directrice marketing de Partout, m'a demandé de réduire pour que ça soit plus digeste pour vous. Mais si vous parlez avec des gens de Partout, on pourra bien sûr rentrer un peu plus dans le détail. Maintenant qu'on a dit que le site web était potentiellement réduit à sa base de données, il y a une question que tout le monde se pose, c'est en fait sur quelles données s'appuient les Generative Engines pour nous répondre? Ça, c'est une vraie question. Et donc, j'ai essayé de vous résumer de manière très simple quelles données utilisent Google, OpenAI, Perplexity et comment optimiser votre GEO en travaillant ces données-là. Il y en a 4 qu'on va voir ensemble et qu'on va détailler. La première, c'est la presse, parce que la presse est très importante, ce qu'on appelle les publishers. La deuxième, c'est les données propriétaires de Google, propriétaires d'OpenAI, propriétaires de Perplexity. Le troisième, c'est les sites web. Bien sûr, Google, OpenAI, Perplexity utilisent encore les sites web. Et le dernier, c'est ce qu'on appelle les UGC, User Generated Content. C'est tous les contenus que vous créez en tant qu'utilisateur sur le web. Ça peut être des posts TikTok, ça peut être des forums, des avis, etc. Et les réseaux sociaux sont aussi une source d'information de plus en plus importante pour les Generative Engines. Maintenant qu'on a cette vision et que vous pouvez avoir comme vision très simple, stratégique pour votre entreprise et que nous, on applique chez Partout, on va rentrer dans chacun de ces blocs. Commençons par la presse.
Alors, et les publishers? En fait, il y a plein d'entreprises aujourd'hui qui sont des valeurs de référence et qui sont supposées non biaisées. Ça peut être des Allociné, ça peut être des Bloomberg, Le Monde, Le Figaro. Toutes ces sociétés, en fait, eh ben, les moteurs de recherche et les IA vont les payer pour obtenir leur information. Vous avez peut-être entendu que Perplexity ou ChatGPT va payer Le Figaro ou Le Monde pour obtenir des informations d'actualité. Et donc, si vous vous posez la question comment apparaître dans les nouveaux Generative Engine, dont Google AI Overview ou Google AI Mode, en fait, il y a beaucoup de gens qui disent Press Relation is the new SEO. Et donc, les IA font de plus en plus confiance à la presse, qui est considérée comme une source d'information non biaisée. On ne rentrera pas ici dans le débat de savoir quel est l'avenir de la presse au regard voilà, de plein de questions qui se posent aujourd'hui par rapport au fait que l'IA récupère tout ça, mais on pourra en débattre. Et chez Partout, on a aussi l'ambition de travailler notre relation presse parce qu'on a conscience que demain, si j'ai un article dans un journal, Le Monde ou Les Échos, ben en fait, les IA vont aller taper dans cette donnée parce que c'est de la donnée supposée, non biaisée. Prenons maintenant le deuxième point, les bases de données propriétaires. Les bases de données propriétaires, elles sont construites historiquement par Bing, Yahoo ou Google pour essayer de répondre aux questions des utilisateurs. Prenons le cas de Google. Google travaille depuis des années à construire des bases propriétaires comme le Google Merchant Center, qui est la base de données tout à droite que je vous ai mise, qui est la base de données derrière Google Shopping, que vous connaissez sûrement, Google Business Profile, qui est la base de données derrière Google Maps, Google Travel, Google News Publisher. Toutes ces bases de données, elles permettent de renseigner Google AI Mode. Et donc, si demain, vous devez travailler et vous voulez travailler votre GEO, qu'est-ce qu'il faut faire? Si vous êtes un retailer, il faut travailler Google Business Profile, mettre plus d'informations, etc. Et c'est ce qu'on fait chez Partout pour tous nos clients. On les accompagne pour remonter en GEO dans AI Mode à venir. Et là, c'est un énorme enjeu parce qu'il ne faut pas juste mettre à jour ces données, il faut aussi les optimiser, les compléter et les catégoriser. Ce qui est intéressant, c'est que OpenAI ou Perplexity, ils n'ont pas de base de données propriétaire. C'est-à-dire qu'OpenAI ne peut pas scraper Apple Plan, ne peut pas scraper Google Maps. Parce que Google, c'est sa propriété, Google Maps. Et donc, comment ils font? Ils vont faire un truc tout simple, ils vont scraper les sites web. Donc là, en l'occurrence, pour Shopping, ChatGPT veut lancer ChatGPT Shopping. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire des partenariats avec des Shopify, etc. Et ils vont aussi scraper vos sites web. Pareil pour Maps. C'est-à-dire que parfois, quand vous tapez dans ChatGPT quel est un supermarché autour de moi, vous allez avoir une petite carte. Et cette petite carte, elle utilise vos sites web. Et ça me fait une transition toute trouvée pour le troisième point, qui est la source de données des Generative Engine. La source de données des Generative Engine, c'est vos sites web. Je vais prendre un exemple qui est assez flatteur pour Partout. C'est que quand je tape aujourd'hui « What is AI Overview », donc qu'est-ce que sont les AI Overview, vous voyez que le site web qui est la source de cette information que Google propose, c'est le site web de Partout. Et donc là, on pourrait dire, trop bien, Partout est remonté en GEO parce que les informations que nous, on produit sur notre site sont bien référencées, bien optimisées, on va en parler, et permettent de répondre à cette question en numéro 1. Mais le problème que ça me pose, moi, en tant que CEO de Partout, c'est que les gens vont moins aller sur mon site. Et donc, vous n'allez pas souscrire à notre newsletter, vous n'allez pas voir notre marque, etc. Et donc, j'ai un problème, c'est comment je fais pour continuer à avoir du trafic. Et ça, c'est une question que vous pouvez vous poser et que beaucoup de gens se posent. En fait, il y a même un effet qu'on voit aux États-Unis avec l'arrivée des AI Overview et des AI Mode. C'est ce qu'on appelle l'effet crocodile. Alors, on peut le voir comme ça, parce que vous voyez, ça fait un crocodile avec une bouche. Mais on pourrait aussi l'appeler de manière plus sobre The Great Decoupling, ce qui est la tendance qu'on voit. Et ce graphique, qui est un graphique de Google Analytics, c'est simplement une décorrélation entre les impressions de vos informations sur Internet et le nombre de clics. Et vous voyez, avant, le nombre d'impressions, c'est-à-dire le nombre de fois où votre site apparaît, est corrélé au nombre de clics. Et puis, ces entreprises découvrent qu'il y a une décorrélation. Cette décorrélation, elle est liée au fait que, tout simplement, les gens cliquent moins sur vos sites. Alors ça, c'est débattable, il y a plein de gens qui en débattent, mais ça pose une question pour vous à long terme. Ça ne veut pas dire que c'est la fin du SEO, mais potentiellement que les stratégies de certains annonceurs sont à changer. Je prends l'exemple, si vous tapez « Comment choisir son matelas » et que vous êtes une entreprise qui vend des matelas, est-ce qu'il faut continuer à répondre à ces questions vraiment très simples pour attirer des gens à cliquer sur votre site web? Ou alors, est-ce que vous ne dites pas, en fait, cette question « Comment bien choisir son matelas ?» elle va être répondue par AI Overview.
Et donc, j'aurai moins de trafic sur cette question. Dans ce cas, il faut trouver des contenus qui sont plus personnels, plus pertinents, plus uniques. Et ces contenus uniques, il faut les travailler. Et c'est ça qui change en SEO, c'est que il faut moins répondre aux questions classiques. Moi, j'avais un ami qui avait créé un site quand j'étais en études qui s'appelait commentsoignerunrhume.com. Et il y avait plein de gens qui cliquaient. Ce site-là n'aura plus de trafic parce qu'en fait, commentsoignerunrhume.com n'apporte pas assez de valeur par rapport à d'autres sources. Et donc, il remontera moins. Et ça pose des questions aussi pour les médias. Et ça, je vais juste citer Daniel Coffey, qui est la CEO de News Media Alliance. News Media Alliance, c'est une association professionnelle de 2000 médias aux États-Unis et au Canada. Et ce qu'elle dit, c'est que les liens étaient la dernière source de trafic et de revenus des éditeurs et que désormais Google s'approprie simplement le contenu de force et l'utilise sans aucune compensation. C'est la définition même du vol. Cette déclaration, elle est quand même assez violente, mais c'est aussi quelqu'un qui est directement impacté par ça. Et je vais vous mettre aussi la réponse de Google et de Sundar Pichai. La première réponse qu'il donne, et qui n'est pas écrite ici, c'est que les AI Overview continuent d'apporter énormément de trafic au site web, et même plus qu'avant. Et il a une autre déclaration que j'ai trouvée intéressante et je vous partage, c'est « Personne n'envoie du trafic vers le web comme nous le faisons. Quand je regarde toutes les autres entreprises émergentes, nous sommes les seuls à en faire une priorité absolue. » Qu'est-ce que veut dire Sundar Pichai par là? C'est qu'en fait, ChatGPT, TikTok, Perplexity, pour un nombre de requêtes équivalent, envoient beaucoup moins de trafic au site web. Donc, ce que dit Google, c'est que Google, finalement, c'est l'entreprise qui envoie le plus de trafic aux annonceurs. Mais que si ils ne prennent pas la vague de l'IA, Google sera remplacé par ChatGPT pour de bon, et donc, vous aurez beaucoup moins de trafic en tant qu'annonceur. Donc, la réponse de Sundar Pichai, c'est de dire, il vaut mieux un Google qui fait apparaître des AI Overview dans 10% des cas, qu'un ChatGPT qui envoie beaucoup moins de trafic. Et donc, c'est une affirmation qui fait du sens. Et finalement, beaucoup de gens prédisaient la mort de Google, mais finalement, Google a les plus grands avantages pour prendre cette vague-là. Et c'est un pari risqué que fait Sundar Pichai. Mais parfois, il faut faire des efforts pour ne pas être dépassé et parfois créer son propre concurrent en créant un peu un ChatGPT dans Google. Beaucoup de personnes nous posent la question, je sais partout, quel rôle pour nos sites web? Alors, en demandant à ChatGPT, cette présentation a été aussi faite en posant pas mal de questions à ChatGPT, puisque c'est assez pratique. Les sites web, ce sera d'abord des interfaces de secours. Bien sûr, il y a des cas où on va aller sur votre site web. Quand on veut être dans votre univers de marque, quand on veut voir des informations plus précises, quand on veut voir des photos, quand on veut acheter, etc. Donc, il y a un premier bloc qui est les sites web seront des interfaces de secours. Il y a une autre chose, c'est que le site web, ça sera des centres de publication de données structurées. Et là, on va voir pourquoi. Parce qu'en fait, le site web, c'est une base de données. Et donc là, on va voir ensemble comment faire du GEO en travaillant sur cette base de données. Et le dernier point, c'est des outils de ranking et pour être trouvé, compris et cité par des IA. Rentrons dans le GEO et je vais prendre un exemple qui parle à nos clients chez Partout, parce que nos clients, ils ont des points de vente et donc ils ont un enjeu, c'est le GEO local. C'est-à-dire quand on pose une question du type je voudrais un supermarché ou je voudrais une agence immobilière à Nice, si je demande ça à Google AI Overview ou à ChatGPT, j'ai envie de remonter et c'est normal. Et il y a un produit sur lequel nous, on travaille depuis plusieurs années qui connaît un essor énorme en ce moment. Tout le monde veut refaire son store locator et je vais vous expliquer pourquoi. En fait, un store locator, c'est tout bonnement une carte sur laquelle vous allez mettre du contenu et travailler vos informations, optimiser, etc. Mais entre un mauvais store locator et un bon store locator, il y a énormément de différences parce que c'est un produit qui devient de plus en plus complexe. Je ne vais pas rentrer dans toutes les raisons pour lesquelles il y a un bon et un mauvais store locator. Si vous êtes intéressé pour faire un audit, nous on fait des audits gratuits. Alors Partout n'est pas une agence, mais on fait des audits gratuits. Mais l'idée, tout simplement, c'est de voir qu'il y a un front, comme vous le voyez à gauche, et il y a un back. Dans ce back, il y a ce qu'on appelle des balises schéma. Schema.org, c'est un langage qui est hyper important puisque c'est un langage sur lequel c'est accordé Yandex, Google, Bing et Yahoo pour aider les moteurs de recherche à comprendre les sites web. Et donc, en fait, les balises schéma vont permettre de dire aux IA, ceci est un logo, ceci est une photo de mes équipes, ceci est mon numéro de téléphone, ceci est mon adresse, ceci est mes horaires pour les jours fériés. Donc, vous voyez, c'est des métadonnées. Et si votre site n'est pas tagué pour que les IA le comprennent et que vous mettez juste « je suis ouvert de 16h à 17h », l'IA ne va juste pas pouvoir comprendre. Et donc, ce qui est intéressant quand on fait un store locator, c'est de travailler sur les aspects techniques. Et c'est pour ça que beaucoup d'entreprises font appel à Partout pour refaire leur store locator. Un exemple qui est important, c'est le cas d'Atoll. Donc, Atoll, on a refait leur store locator. Et vous voyez ici un exemple très concret d'une demande à ChatGPT
Donc, je demande à ChatGPT, trouve-moi un opticien à Brest. Et vous voyez qu'il y a une carte qui apparaît. Cette carte, elle met Atoll en premier. Et on voit que la source d'information, ce n'est pas Google Maps, c'est le store locator d'Atoll. Et dans ce cadre-là, on comprend bien que comme ChatGPT n'a pas accès à Google Maps, il doit trouver des données et il va scraper le site. Ce que je vous montre là, c'est pour le store locator parce que c'est notre métier chez Partout, mais ça marche aussi pour vos informations de produits, etc. Je vous ai aussi mis des annuaires français en dessous. Ces annuaires français, c'est un peu ce qu'on appelle chez Partout la revanche des petits annuaires. Nous, notre travail chez Partout, c'est de prendre les informations des retailers, des réseaux et de les diffuser sur plein de plateformes. Hootspot, juste à côté, 118 000, sont des annuaires français qui n'ont pas bloqué les scrappers d'OpenAI. Et donc, dans ce cadre-là, ce qui est intéressant, c'est que comme OpenAI ne peut pas aller chercher sur Google Maps, Apple Plan ou Waze, qui ont bloqué les scrappers, Hootspot, juste à côté, et 118 000, sont des bases de données utilisées par ChatGPT, Perplexity, Mistral, comme référence pour répondre aux utilisateurs. Et donc, il est de plus en plus important de souscrire à des solutions de présence management, et notamment de celles, comme Partout, qui vous diffusent sur ces annuaires. Alors, je me suis amusé avec les équipes marketing de Partout à taper à la main 5000 recherches. Et en gros, ce qu'on a regardé, c'est à chaque fois quand je tape agence immobilière à Brest, agence immobilière à Nice, etc., qu'est-ce qui ressort? Est-ce que les sources, c'est des store locators? Est-ce que c'est des petits annuaires? Est-ce que c'est des forums? Est-ce que c'est des articles de presse? Et c'est extrêmement intéressant de voir que, par exemple, pour les agences immobilières, c'est principalement le store locator. Et donc, il faut travailler son store locator. Pour les restaurants, là, c'est les annuaires. Et donc, il faut être sur 118 000, juste à côté, etc. Et donc, nous, on a refondu les store locators de toutes les entreprises que vous voyez là et bien d'autres. Et nous, on est très ouverts si vous êtes intéressé par ce produit. Maintenant qu'on a fini ce troisième bloc qui a été autour des sites web, on va passer à un autre sujet qui est très important à l'ère d'Internet de nos jours, qui est les UGC. Les UGC, c'est ce qu'on appelle les User Generated Content. Donc, en gros, c'est tout ce qui est produit par les utilisateurs et pas pour les entreprises. Ça va être des vidéos YouTube, des posts Reddit, des posts Instagram, des posts LinkedIn. Et là, pendant les 5 prochaines minutes, on va voir 3 choses. Les réseaux sociaux, les blogs et les avis en ligne, qui sont tous 3 des données qui sont réutilisées par ChatGPT, par Perplexity, par Google, de plus en plus à l'ère de l'IA. Premier point à noter, TikTok, depuis maintenant quasiment 2-3 ans, est vu comme un concurrent de Google. TikTok s'est même positionné comme un moteur de recherche et une statistique qui est quand même importante, aux États-Unis, 40% de la génération Z préfère TikTok et Insta à Google pour leur recherche en ligne. C'est-à-dire que si vous demandez à un Américain de moins de 20 ans, moins de 15 ans, de trouver un resto, il ira peut-être sur Insta ou sur TikTok, alors que notre génération, ma génération en tout cas, on a plutôt l'habitude d'aller sur Google Maps. Et donc là, on voit que TikTok apporte quelque chose, notamment par les contenus visuels, qui sont très importants. Quelle a été la réponse des Generative Engine? C'est d'essayer de réintégrer ces contenus visuels dans l'expérience de search. Et ça, c'est très important. Je ne sais pas si vous avez reçu cette notification, si vous avez Instagram. Il y a environ 2 semaines, c'est à partir du 10 juillet, vous voyez la date, vous avez peut-être reçu une notification sur Instagram qui vous dit que vos posts, s'ils sont publics, pourront être réutilisés par Google ou par ChatGPT. Et donc, on voit bien la réappropriation par les Generative Engine des réseaux sociaux. Et donc, ce qui est intéressant, et je vous invite à y réfléchir pour votre business, c'est que depuis 2 ans, Google travaille pour référencer plus de User Generated Content. Google référence maintenant les posts Twitter, les posts YouTube, les posts TikTok et les posts LinkedIn. Donc moi, qui poste beaucoup sur LinkedIn, je vois de plus en plus mes posts apparaître sur Google, alors qu'avant, ce n'était pas le cas. Et depuis le 10 juin, référence sur Insta. ChatGPT fait exactement la même chose et référence aussi les vidéos YouTube maintenant, alors que YouTube, on le rappelle, est détenu par Google. Chez Partout, on le voit pour le local. Et ça, c'est très intéressant. Google nous demande, et on demande à tous nos clients de le faire, c'est de connecter les pages Google Business Profile, Google Maps, à Facebook, à YouTube, à Twitter, pour que Google puisse se nourrir de ces informations. Je vais devoir accélérer un peu puisqu'il est déjà 37 et on a encore un peu de contenu. Mais ça, c'est un point que vous pouvez voir avec les équipes de Partout parce que c'est un point hyper important dans la stratégie locale. Je passe l'exemple de Reddit. Reddit, qui a été une boîte, j'en discutais avec la société qui l'avait rachetée, qui a été rachetée à 10 millions, qui aujourd'hui explose et qui est très importante parce qu'elle est beaucoup utilisée aux États-Unis pour répondre aux questions des IA. Troisième point que je voulais voir sur la partie UGC, c'est les avis en ligne. Ça, c'est un point qu'il faut vraiment retenir. Les avis en ligne, les avis clients, c'est une source d'information supposée neutre. Pourquoi elle est supposée neutre et pourquoi c'est important?
Elle est supposée neutre parce que ce n'est pas vous qui dites mon point de vente est super ou mon produit est super. C'est des gens qui sont externes. Et donc, ça, Google valorise. Et pourquoi c'est important? Parce que le principal danger des IA, c'est les biais. Et les IA ne veulent pas être biaisés. Et donc, si je mets sur le site de partout, partout est la meilleure entreprise, et je l'écris 1000 fois, je l'écris sur des blogs, etc., ce n'est pas pareil que si la fiche Google Maps de partout ou l'application mobile de partout est très bien notée, parce que ça, c'est une information supposée neutre. Prenons un exemple très concret pour un retailer ou pour un producteur de produits. Si je pose la question, quels sont les avantages et les inconvénients de l'iPhone Pro, de l'iPhone 15, pardon, vous voyez, ça, c'est un carrousel qui est généré par AI Overview. Vous le voyez, marqué AI Overviews. Les avantages et les inconvénients, est-ce que vous pensez que ça va être généré depuis le site d'Apple? Bien sûr que non, puisque le site d'Apple ne va pas présenter les avantages et les inconvénients de son iPhone. Et donc, qu'est-ce que va utiliser Google, ChatGPT, etc. C'est bien sûr les avantages et les inconvénients qui ressortent dans les avis. Et les avis sont de plus en plus importants. Je voulais aussi vous prendre un deuxième exemple, qui est l'exemple des avis dans le ChatGPT. On l'a dit tout à l'heure, ChatGPT n'a pas accès à Google Maps. Alors, parfois, ils y accèdent en scrapant un peu, mais la réalité, c'est qu'ils n'ont pas toutes les informations. Pourtant, vous avez la possibilité, vous, en tant que retailer ou que réseau, de faire apparaître vos avis dans ChatGPT. Et il y a une astuce qu'on voulait vous partager aujourd'hui. ChatGPT, vous pouvez lui poser la question « Agence d'assurance bien notée à Brest ». Là, vous voyez qu'il y a Matmut, AXA, Allianz, Groupama, MAF qui remontent. Et on voit que pour Matmut et AXA, il y a des notes qui apparaissent. Ça ne veut pas dire qu'ils sont forcément, c'est sûr, mieux notés ou pas. Peut-être qu'Allianz est mieux, mais ce qui est sûr, c'est que ChatGPT les perçoit comme mieux notés. Et ça, c'est lié aussi au fait que les notes apparaissent. Et la question qu'il faut se poser, c'est pourquoi il y a des notes affichées pour la Matmut et pourquoi il n'y en a pas pour MAF. C'est une question. Et en fait, en creusant, ce qui est intéressant, c'est que quand Matmut ou AXA, qui sont des clients de partout sur la partie Store Locator, ont développé leur Store Locator avec nous, on a pris le choix de mettre les avis Google dans la fiche des agents ou des agences. Et donc, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'en mettant les avis et les textes dans votre site, dans votre Store Locator, vous donnez la possibilité à ChatGPT, Perplexity et à Copilot et les autres de lire vos avis. Alors que si vous les laissez uniquement sur Google Maps, ils ne peuvent pas le lire. Et donc, c'est une petite chose que vous pouvez faire. Finalement, et je ne vais pas rentrer dans le détail, mais si vous voulez remonter en géo et en géolocal, il faut fournir du contenu riche et du contenu tagué, notamment des feedbacks clients, aux IA. Et en l'occurrence, le Store Locator est une bonne manière de le faire. Et on ne va pas parler non plus des actualités et de ce genre de choses qui sont aussi très importantes. Si je résume, pour résumer, quand un internaute recherche dans un agent IA, l'agent IA va chercher dans 4 types de données. Les publishers, les données propriétaires, les sites web et les UGC. Si vous travaillez ces 4 points, vous avez des chances de remonter dans les agents IA. Et c'est maintenant qu'il faut travailler. Et la France a la chance de ne pas encore être impactée par les overviews et d'avoir eu 2 ans pour se préparer. Mais j'ai l'impression qu'on ne s'est pas encore assez préparé. C'est maintenant qu'il faut le faire. Maintenant, je vais rentrer un peu plus dans la technique de comment ça fonctionne. Quand vous faites une requête utilisateur à ChatGPT, Google AI Overview, il y a un mot que vous pouvez retenir qui est le fan out. Le fan out, c'est une reformulation multiple de votre requête. Donc, vous posez une question et ça va créer des branches et des requêtes qui sont faites en parallèle. On est d'accord que quand vous cherchez un restaurant à Paris, vous allez taper restaurant à Paris, vous allez cliquer sur plusieurs sites. Mais là, l'idée d'un Generative Engine, c'est de faire la même chose que vous, c'est-à-dire d'aller faire plusieurs recherches et de regarder les sites qui remontent. Donc, si ici, on tape restaurant à Paris, qu'est-ce que va faire Google, ChatGPT et les autres? Ils vont lancer plusieurs requêtes en parallèle. Si c'est quel temps fait-il à Paris, ça va être une seule requête. Mais si vous dites je veux un plan pour les 5 prochains jours pour manger, ça va être 10 requêtes en fonction de la complexité. Ça, c'est le fan-out. Et donc, quand je vais taper meilleur restaurant à Paris, ça va être un ordre de restaurants. Quand je vais taper où manger à Paris, un autre ordre, etc. Les résultats qu'on obtient, c'est des résultats différents pour chaque reformulation, on est d'accord. Mais pour chaque reformulation, Google, AI Overview ou les autres vont aller chercher dans ce qu'on appelle des sources expertes. Par exemple, Wikipédia, des annuaires, comme on le citait, La Poste, 118 000, Maps, juste à côté, des blogs, des sites de comparateurs, des sites web d'entreprise comme les Store Locateurs. Et chacune de ces sources expertes va fournir des résultats qui sont différents, bien sûr. Et ensuite, il y a un travail d'agrégation des résultats. Comme vous le feriez si vous cherchez un restaurant. Je fais plusieurs recherches et je centralise. Cette centralisation, on va dédupliquer quand il y a plusieurs fois le même restaurant. On va re-ranker pour réorganiser les résultats. Et on va enfin générer la réponse
par IA. Et là, c'est très intéressant puisque ce schéma, il résume en un seul visuel qu'est-ce qui se passe quand on pose des questions à des IA. Et donc, votre stratégie, elle doit vraiment être de travailler les différentes sources expertes. Donc, pas seulement votre site web, mais aussi les annuaires, mais aussi les blogs, mais aussi la presse, mais aussi les UGC. Et c'est vraiment ça, la transformation du web, c'est que vos sites web, ce n'est qu'une partie de la réponse. Donc, conclusion, il faut être sur toutes les sources de données. Si vous vous posez des questions sur l'IA, j'ai fait 6 heures de formation, j'ai produit 6 heures de formation qui sont en ligne, qui sont disponibles sur YouTube, qui expliquent qu'est-ce que le LLM, qu'est-ce que le NLP, qu'est-ce que le RAG, etc., qu'est-ce que l'embedding. On commence simple et ensuite ça devient un peu plus complexe avec des agents. J'ai pris beaucoup de plaisir à faire ces vidéos, donc n'hésitez pas à y accorder, y passer un peu de temps. J'espère qu'elles vous plairont parce que c'est une passion qu'on a chez Partout et une de nos valeurs, c'est la curiosité. J'espère que vous le ressentez. On va parler maintenant de commerce agentique. Le commerce agentique, c'est aussi une révolution. On l'a compris, le web agentique, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement la mise à disposition par un agent IA de l'information du web. Maintenant, le commerce agentique, on comprend un peu ce que ça peut vouloir dire. En fait, il y a deux types de recherches sur Internet. Il y a ce qu'on appelle les recherches informationnelles. Combien de temps cuire un œuf? Quand est mort Charlemagne? Qu'est-ce qu'une voiture hybride? Je cherche une information. Ça, je peux le demander à ChatGPT, c'est facile. Par contre, les recherches transactionnelles, comme souscrire à une assurance vie, acheter un iPhone 16, commander une poussette yo-yo, là, je vais plutôt me tourner vers Google. Et donc, il y a vraiment une opposition entre ces deux choses, informationnelle, transactionnelle. La question, c'est demain, les recherches transactionnelles seront aussi faites dans les agents IA. Et donc là, il y a une question qui se pose. Le concept de commerce agentique répond à la question de est-ce que demain, des agents IA pourront faire des achats pour nous? Et là, il y a une chose assez bluffante qui arrive depuis 2 mois, c'est le Buy for Me. Les premiers à avoir lancé ça un peu plus officiellement, c'est en avril 2025, donc il y a 3 mois, on est sur des choses très récentes. Amazon a lancé sa fonctionnalité de Buy for Me. Vous allez sur Amazon et vous cherchez un legging. Sauf que le modèle de legging que vous voulez n'est pas sur Amazon, mais il est sur un site de legging en dehors d'Amazon. Et bien Amazon va tout de même vous le proposer. Et qu'est-ce qui va se passer? Vous allez dire achète. Vous allez payer Amazon et Amazon, avec vos informations de livraison, votre adresse, votre prénom, votre nom, votre taille et votre carte bleue, etc., va juste poser un order, donc place an order pour vous. C'est-à-dire qu'il va l'acheter sur un autre site. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Amazon ne se positionne plus uniquement comme une porte d'entrée vers tous les produits d'Amazon. Amazon se positionne comme une porte d'entrée vers le web, vers tous les produits en ligne. Et quand j'ai vu ça, donc en avril 2025, alors première chose, j'ai fait un post LinkedIn dessus, que vous pouvez retrouver si vous me suivez, mais surtout, je me suis dit, ils ont gagné. Ils ont gagné. C'est-à-dire que le e-commerce est mort, etc. Et puis, en mai 2025, donc à Google I.O., Google a annoncé la même chose, le Buy for Me. Et ils ont aussi annoncé ce qu'on appelle le Virtual Try-On, c'est-à-dire la possibilité de s'habiller en 3D, etc. Et là, je me suis dit, en fait, c'est Google qui a gagné parce que Google arrive en amont d'Amazon et ils ont une fonctionnalité que j'ai trouvée très intéressante. C'est que, imaginons, vous croisez quelqu'un dans la rue, un ami, vous trouvez son t-shirt très joli. Vous le prenez en photo. Et donc, avec Google Lens, vous pouvez savoir quel est ce t-shirt. Et là, vous pouvez dire, je voudrais l'acheter pour 15 €. Il se trouve qu'en ligne, il n'est pas disponible pour 15 €. Mais vous allez dire à Google de vous l'acheter quand il sera à 15 €, par exemple pendant les soldes. Et donc, au moment où le prix aura droppé à 15 €, ça va vous faire une notif sur votre iPhone ou sur votre téléphone, Android, et vous allez juste cliquer sur Buy for Me. Et Google va faire la même chose que Amazon, c'est-à-dire avec vos informations Google Pay, avec votre livraison, etc., va procéder à l'achat. Et là, on est vraiment sur une phase ahurissante qui est que tous les acteurs, comme Perplexity, comme Microsoft, comme OpenAI, Amazon, Google, ont tous lancé des Buy for Me. Et en fait, je me suis rendu compte de ça parce qu'en préparant ce webinaire, sur lequel j'ai passé quand même beaucoup de temps, j'ai fait ces recherches et je me suis rendu compte que OpenAI avait fait des partenariats avec Shopify, Perplexity avait lancé BuyWithPro, etc. Et donc, on est vraiment sur un monde où demain, les agents IA, que sont Google, Amazon, ChatGPT, etc., vont juste acheter des choses pour nous quand on leur demandera avec nos informations de carte bleue, nos livraisons, etc. Mais en fait, ça va plus loin. Donc là, c'est un schéma pour dire qu'est-ce qui va advenir des marketplaces. Si vous êtes e-commerçant aujourd'hui, il y a un vrai challenge. Comment je réagis à ça? Est-ce que je laisse les agents acheter sur ma marketplace
Ou alors est-ce que je me dis non, je ne veux pas qu'un agent l'achète, mais ça veut dire que vous ne participez pas à ça. Et donc là, il y a tout un débat qui a à avoir. C'est comment on fait quand on est une marketplace aujourd'hui pour garder sa relation client. Mais en fait, ce changement, hein, qui est l'agentic, le commerce agentique, hein, l'agentic commerce, ce n'est pas un changement qui va toucher que le e-commerce. Il va toucher aussi la réservation, Deliveroo, Booking, les restaurants, les hôtels, Uber. Et donc là, Uber, on pourrait en parler aussi, il y avait quelques slides dessus, mais je vais passer, parce qu'il est déjà 48. Mais ici, je vais vous montrer un exemple d'un client de chez Partout qui a mis en place la réservation en ligne. Ce gros bouton bleu que vous voyez, c'est la réservation en ligne. Ça permet d'exploser vos nombres de réservations. Plutôt que de cliquer sur le site web et de faire sa résa, le client peut directement cliquer sur ce lien et arriver sur l'interface de réservation. C'est quelque chose qu'on déploie chez nos clients en ce moment et qui est beaucoup demandé. Et quand j'ai demandé à Google pourquoi ils travaillaient sur ces sujets-là, eh bien, ils m'ont répondu qu'en fait, ils avaient une vision sur la réservation que je trouve assez intéressante. En fait, quand on met en place cette solution de réservation, Google a accès aux disponibilités de mon contrôle technique sur différents types de prestations. Prenons l'exemple d'un coiffeur. Donc là, je vous prends un exemple d'un coiffeur. Vous allez dans AI Mode ou dans le ChatGPT ou dans Gemini et vous dites, je veux aller chez le coiffeur à 14h demain, près de Guy Moquet, à côté des bureaux de Partout. Et là, l'IA, en fait, elle ne va pas aller sur les sites, elle va juste aller dans la base de données de tous les coiffeurs autour de Guy Moquet. Et vous n'avez plus besoin d'aller sur Google Maps et de cliquer puisque l'IA a accès aux disponibilités. Et va vous dire, à 14h, près de Guy Moquet, voici les 4 coiffeurs. Et ils vont vous mettre les notes, ils vont vous mettre la distance et ils vont vous mettre un bouton réservé ou juste dire, réserve pour moi tel coiffeur. Et donc, en fait, vous allez réserver des coiffeurs, mais aussi réserver des restaurants, vous allez réserver des hôtels, sans jamais aller sur le site du coiffeur. Et donc, ça s'appelle Reserve with Google, Appointment with Google, Booking Links. Ça a plein de noms, hein, mais c'est une révolution. Et nous, Partout, on sent qu'on a un rôle à jouer pour accompagner les entreprises françaises dans cette transformation. Parce que si on prend du recul, si moi, je suis un coiffeur, mais que je ne suis pas sur Reserve with Google, si quelqu'un demande à Gemini et à l'IA, réserve-moi un coiffeur, je n'apparaîtrai pas. Et donc, il y a un vrai enjeu de visibilité. Et Partout, comme on est des spécialistes de la visibilité locale, etc., il faut qu'on accompagne nos clients dans cette transformation. On peut débattre quel est le rapport de force, etc. Mais c'est sûr qu'il y a un rapport de force qui est en train de se créer. Et la question, c'est comment en tirer une partie et se positionner dans ces changements. Petite phrase de Uber, parce qu'en fait, il y a des gens qui ont demandé au CEO de Uber est-ce que ça tirait si je pouvais commander un Uber depuis ChatGPT et pas aller sur l'application Uber. Et donc, Dara, dont je ne prononcerai pas le nom de famille parce que je ne sais pas le prononcer, qui est le CEO d'Uber, qui a remplacé le fondateur, il dit s'il y a de la valeur, nous le ferons et nous facturerons des frais pour que l'agent IA puisse venir utiliser Uber, car perdre la relation client et les upsells serait un vrai problème pour nous. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? En gros, le problème, c'est que si je commande mon Uber via ChatGPT, comment Uber va faire du cross-sell avec Uber Eats, par exemple? Et à cette réponse, dans le podcast sur Snapchat, il va répondre ça. Et il dit, c'est difficile à prédire déjà de comment ça va fonctionner et quel va être le rapport de force. Et il dit une phrase que je trouvais assez intéressante, c'est « Je pense qu'à long terme, si vous réduisez les frictions et améliorez l'expérience d'utilisateur, il est difficile d'aller à contre-courant. » Et donc, en fait, ce que dit Sundar Pichai, le CEO de Google, c'est juste, vu les technologies, vu ce qui est en train de se passer, it's hard to bet against it. C'est difficile de parier contre la facilité, en gros, de faciliter l'expérience client. Donc, la question, c'est comment on maintient la relation client. Il y a plein de choses qui vont être là-dessous. C'est fini pour le commerce agentique, même si il y avait beaucoup de choses à dire en plus. On va passer à une 4e partie qui est autour de l'ultra-personnalisation. L'ultra-personnalisation, c'est ce qu'on appelle la contextualisation du web. Donc, les IA connaissent l'utilisateur. Donc ça, c'est un point important. Déjà, Google vous connaît. Google sait les recherches que vous avez faites, etc. Pareil pour ChatGPT. Si vous avez activé la mémoire. Donc, les IA connaissent l'utilisateur. Et si moi, je demande, je cherche des chaussures de sport, donc j'ai fait cette requête. Et donc là, on me propose des Quechua et des Adidas. Mais si vous faites cette recherche, vous n'aurez pas les mêmes résultats. Parce que vous n'aurez pas fait les mêmes recherches que moi. Parce que vous n'aurez pas montré que vous avez tel âge, etc., que vous travaillez à Paris ou dans le Sud. Tout va dépendre de qui vous êtes. Et c'est pour ça que le GEO, tel qu'on l'a expliqué tout à l'heure, on parlait de géo-tracking. Mais en fait, ce qui est intéressant pour les marques, ce n'est pas seulement de traquer les réponses des IA, c'est de traquer les réponses des IA pour un persona qui correspond à leurs clients. Donc, par exemple, nous, Partout,
Je m'en fous de savoir ce que répond aux personnes lambda, je veux savoir ce qui répond à un directeur marketing. Et si vous êtes Decathlon, faut juste faire des tests sur la base de votre client type pour savoir qu'est-ce que l'IA répond à votre client type. Donc ça, c'est un travail qui va être nécessaire, c'est d'identifier quelle est ma base client, quelles sont ses catégories et comment suivre le GEO sur cette catégorie de clients. Je ne vais pas rentrer dans la partie technique, mais en gros, ce qu'est en train de faire Google, ChatGPT, c'est de transformer chaque utilisateur en un vecteur. Si c'est des choses qui vous intéressent, l'embedding, etc., vous pouvez regarder ça directement sur les formations que je vous ai partagées tout à l'heure. Mais en gros, à chaque fois que vous allez poser une question, il va y avoir au moteur de recherche, on va envoyer votre question, mais aussi un vecteur qui représente toute votre historique. Et il y a un vrai sujet, et je vais finir par ça, c'est le concept d'agent omniscient. En fait, la question, c'est est-ce que la personnalisation de la recherche sur Internet, elle ne va pas se faire uniquement sur la base des centres d'intérêt et des précentres d'intérêt, mais sur autre chose, si les IA nous connaissaient beaucoup plus. En gros, moi, je suis beaucoup l'actualité de Perplexity et l'actualité de toutes les entreprises qui sont dans cet écosystème, parce que je pense que partout a une responsabilité d'accompagner ses clients sur tous ces enjeux. Et donc, je lis les actualités, et à un moment, il y a 5 mois, j'ai vu que Perplexity avait levé 500 millions d'euros. Là, je me dis, OK, 500 millions d'euros à une valeur de 14 milliards, c'est beaucoup d'argent. Qu'est-ce qu'ils vont en faire? Et en fait, si vous regardez, ils ont racheté une société qui s'appelle Carbon AI. Carbon AI, je me suis renseigné, qu'est-ce que ça fait? Ça va permettre de connecter à une IA des sources personnelles et professionnelles, comme Dropbox, OneDrive, des fichiers téléchargés, des Google Docs, etc., via une technologie qu'on appelle le RAG. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Là encore, si vous vous intéressez à l'IA, vous pouvez faire les formations. Mais tout simplement, en fait, Perplexity rachète une boîte qui connecte les données personnelles. Perplexity, c'est un moteur de recherche qui rachète une boîte qui connecte les données personnelles. Et là, on se pose une question. Est-ce qu'au-delà du web, les agents IA vont avoir accès à tous nos systèmes d'information? En fait, ce que va faire Perplexity et ce que va faire Google, etc., c'est d'utiliser vos documents personnels si vous les donnez pour que quand vous cherchez une information, ça ne va pas seulement chercher dans Internet, ça va aussi chercher dans vos mails, ça va chercher dans vos WhatsApp, ça va chercher dans vos Google Docs, ça va chercher partout. Et donc, il y a une fusion qui est en train d'arriver entre la recherche publique sur Internet et la recherche privée. Ça veut dire que moi, si je vais voir ChatGPT et que je lui dis combien y a-t-il d'employés chez partout, il peut très bien aller chercher sur Internet, mais il peut aussi aller chercher dans mon SIRH. Et donc, moi, je préfère que la donnée, elle soit propre. Donc, qu'est-ce qui se passe demain quand la recherche devient universelle? Et ensuite, j'ai commencé à poser des questions à ChatGPT parce que, bien sûr, c'est des vraies questions de souveraineté, d'information, de liberté. Et donc, ce que ChatGPT m'a dit, c'est que stratégiquement, toutes les entreprises qui faisaient de la recherche et de l'IA étaient en train de construire des moteurs de recherche universels. Ces moteurs de recherche universels, pour moi, si je l'active, c'est des recherches qui vont se faire en croisant les informations du CRM de partout, de notre stratégie, mais aussi mes choses perso, mes vacances, etc., pour, par exemple, prendre des rendez-vous pour moi, booker des trains, mes cartes bleues, etc. Et en plus, Internet. Si je pars en Sicile, je vais vouloir faire mon voyage. Ça va voir le mail que m'a envoyé ma femme en me disant qu'elle voulait absolument visiter telle chose en Sicile, etc. Donc, c'est un peu flippant et ça pose des questions. Et quand j'ai posé ces questions à ChatGPT, en fait, ce qu'il m'a dit, ce n'est pas l'imagination, c'est en train d'arriver puisque Copilot est en train d'avoir accès à Outlook, à Bing, à Teams, Gemini a accès à vos Google Docs, etc. Et ChatGPT et OpenAI fait des partenariats avec HubSpot. Donc, aujourd'hui, il y a un partenariat très intéressant qui vient d'apparaître entre ChatGPT et HubSpot, c'est-à-dire que moi, je vais sur ChatGPT et si j'ai connecté HubSpot et que je dis quel est mon plus gros client chez partout, il me le sort dans le ChatGPT parce que j'ai concaténé en fait à la fois le web et mes données personnelles. Et je suis d'accord avec tous ceux qui commentent que c'est très flippant, mais je pense que si on veut, en tant que pays et en tant qu'entreprise, essayer de comprendre ce qui se passe, je pense que pour anticiper, c'est important de comprendre. Et je pense que beaucoup de gens ne nous intéressent pas à ces sujets, alors que c'est des sujets qui, à titre personnel, m'intéressent parce que je pense que ça va changer le monde, mais aussi parce que je pense que ça va changer notre business. Je vous ai parlé de la connexion entre HubSpot et OpenAI. Ça a été annoncé le 10 juin. Vous pouvez suivre la page OpenAI for Business qui annonce plein de choses intéressantes. Et donc là, vous voyez est-ce que dans OpenAI, demain, vous pourrez, aujourd'hui d'ailleurs, vous pourrez chercher dans votre CRM aussi. Et donc, je vais finir sur ça, qui est le terme de recherche universelle.
La recherche devient universelle parce qu'elle s'affranchit des frontières entre Internet et les documents privés. Et en fait, chacun de nous aura une base de données composée à la fois de données publiques et de données privées et de données professionnelles. Et ça sera notre base de données dans laquelle notre agent pourra aller taper. Et donc, la phrase que m'a sortie ChatGPT quand j'ai discuté avec lui sur tous ces sujets, c'est « Les assistants IA de Google, Microsoft, OpenAI veulent devenir des OS cognitifs capables d'accéder à toutes les informations. » Assez intéressant. Je vais finir sur une citation de Sundar Pichai et ensuite un dernier mot, parce qu'il me reste encore 2 minutes. Donc, Sundar Pichai a annoncé « Les gens ont tendance à sous-estimer ce moment. Lorsqu'Internet est arrivé, Google n'existait même pas encore. L'IA va avoir un impact encore plus grand qu'Internet. Il va donc émerger des entreprises, des produits et des catégories que nous ne connaissons même pas aujourd'hui. » Et ces produits et ces catégories, partout à l'intention de les construire. On a énormément d'ambition en tant qu'entreprise. Aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'on aide les réseaux. Si vous avez des points de vente locaux, nous, on serait ravis de vous accompagner sur ces sujets, sur nos sujets en particulier locaux. Et les 3 choses qu'il faut absolument faire dès maintenant, la première, c'est diffuser sur des annuaires locaux qui sont pris en compte par les Generative Engine. La deuxième, c'est refondre votre store locator pour une visibilité géo. Et la troisième, c'est valoriser vos avis auprès des IA. Sur ces 3 points, si vous êtes client de partout, on peut vous accompagner. Si vous n'êtes pas encore client de partout, vous pouvez aller sur notre site, demander un échange. Et nous, on organise des webinaires comme ça avec des COMEX de grandes entreprises. Et c'est toujours un plaisir de partager. Notre rôle chez Partout, ce n'est pas seulement de fournir une technologie, c'est de fournir une expertise. Et cette expertise, on entend la partager à la presse, durant des webinaires comme ça, etc. Et on serait ravis de collaborer avec vous. Il est 59. Ça a duré pile 1 heure. Franchement, un grand merci. Vous êtes 350 à être encore connectés 1 heure après. Et vous étiez environ 400. Il y en a beaucoup qui sont inscrits pour le replay. Pour tous ceux qui le regardent en replay, j'espère que vous l'aimerez bien. Je vous invite aussi à partager ce replay à toutes vos équipes. C'est 1 heure. S'ils le mettent en x2 et qu'ils acceptent que ma voix soit encore plus accélérée, ça durera une demi-heure. Et ça permet juste de se plonger dans un monde qui est vraiment en train de se transformer, et je pense que tout le monde doit en avoir conscience. On va prendre maintenant un moment pour répondre aux questions, et c'est parti pour la deuxième partie de ce webinaire. Alors, il y a Foucault qui a demandé, alors hop, je me mets en... qui a demandé pour le géo, va-t-on vers du géo, de GEA, une sorte de géo boosté avec du payant? Alors ça, c'est une vraie question. La question, je la reformule, c'est est-ce qu'on va payer pour que nos données soient plus incluses dans les réponses générées par IA? Là, il y a un vrai enjeu. Il y a un vrai enjeu qui est que Google, ChatGPT, etc., ils ont un enjeu, c'est de ne pas dire n'importe quoi. Et donc, la question, c'est est-ce que les entreprises privées vont pouvoir biaiser les réponses générées par l'IA en payant? Est-ce qu'on imagine ce que ça pourrait faire? Politiquement, je pourrais payer Google ou ChatGPT pour que quand on réponde quel est le meilleur programme pour être élu président de la République, ce soit le programme de telle personne. Il y a un vrai enjeu. Je pense qu'il y a un enjeu de réputation, il y a un enjeu social, il y a un enjeu sociétal. Et donc, je ne pense pas, mais après, je peux me tromper, que les réponses pourraient être biaisées. Par contre, je pense qu'au milieu, il pourrait y avoir des blocs qui sont clairement identifiés comme des blocs qui sont générés par de l'ADS. Et ça sera autre chose. Il y a Margot qui demande, est-ce qu'avec l'arrivée de l'AI Overview et de l'AI Mode, l'essor de ChatGPT va s'essouffler au profit des IA gènes de Google? Moi, à titre personnel, j'ai la conviction que Google a encore de beaux jours devant eux. Nous, après, on est un peu biaisé, on travaille beaucoup avec Google, on aimerait travailler aussi plus avec OpenAI pour compléter un peu leurs informations, etc. Mais je pense que oui, Google a mis du temps, Google avait une responsabilité, et maintenant que ça se développe, au moins, ils vont limiter le nombre de personnes qui passent côté ChatGPT. Le point qui est important, c'est que toutes les gens de chez Google ont une phrase qui est importante, qui dit que la part du gâteau augmente. Les gens font plus de recherches. Et donc, ce n'est pas forcément des clients qui vont de Google vers ChatGPT, mais c'est juste qu'il y a plus de recherches. Et d'ailleurs, le nombre de recherches explose côté Google, alors que tout le monde dit que les gens partent chez ChatGPT. Donc, il y a tout un paradoxe. Donc, le gâteau grandit, ChatGPT en prend une partie, mais Google continue de grandir. Benoît, si notre site web utilise un store locator Google Maps, OpenAI peut-il le scraper? Bien sûr. Google Maps est dans ce cadre d'un store locator, Google Maps est la cartographie utilisée. Vous pouvez utiliser du IR, du Loosmap, plein de fonds de cartographie. Mais là, Google peut quand même scraper votre site web si vous utilisez un fond de carte qui est Google Maps. Oui. Christophe, au sujet du Buy for Me,
des solutions pensées pour le B2B sont également possibles. Alors, en fait, oui, il y aura des solutions B2B, mais je pense même que le B2B va se prendre au jeu du B2C. C'est-à-dire que demain, je pourrais acheter une solution comme partout en discutant avec l'IA. Je pense que le processus de réflexion d'achat B2B doit passer par des rendez-vous, doit passer par rencontrer les gens. Nous, il n'y a personne qui achète partout sans une discussion. Donc, si c'est des achats plus importants, il y a besoin de discussion. Et cette discussion, elle sera encore, et je l'espère, de manière humaine. Caroline, est-ce que c'est disponible de réserver en ligne pour tous les acteurs d'activité? C'est une très bonne question, Caroline. La question, c'est est-ce que le gros bouton bleu est disponible pour toutes les activités? Alors, on a pris nos clients chez Partout, on a 1300 clients et on a demandé à Google pour chaque client, est-ce que c'est disponible? Réponse, 250 sont disponibles. Donc, en gros, c'est disponible dans certains secteurs d'activité, l'automobile, la beauté, donc institut de beauté, coiffeur, etc., la santé et plein d'autres secteurs. Mais si vous avez une question sur votre secteur d'activité, vous pouvez nous contacter chez Partout et on vous dira si vous êtes éligible. Une fois que vous êtes éligible, vous pouvez candidater, on a un formulaire et on pousse votre dossier auprès de Google pour que vous soyez parmi les premiers à utiliser cette fonctionnalité. Paul, il n'y a pas quand même un problème de véracité de l'information. Par exemple, Partout dans son article se trompe dans la définition réelle des AI Overview. On met donc en évidence une mauvaise information aux internautes. Il y a un risque, je pense, de dérive de manipulation de l'information. Alors, Paul, désolé si notre définition n'est pas parfaite et concrètement, on va essayer de la modifier. Je pense, si elle n'est pas parfaite, je ne l'ai pas lu à l'heure actuelle. Pour répondre à ta question, je pense qu'en fait, il y avait déjà un biais de véracité de l'information. C'est-à-dire que si tu allais sur le site de Partout et que là, on avait donné de la mauvaise information, potentiellement, dans les deux cas, c'est de la mauvaise information. Là où tu pointes quelque chose qui me paraît important, c'est la crédibilité. C'est-à-dire qu'en fait, le problème qu'il y a de ChatGPT ou qu'il y a côté Google et AI Overview, c'est qu'on ne sait pas quelles sont les sources. On ne sait pas si je peux faire confiance. À l'époque, quand j'allais sur un site, je savais que si j'étais sur le site du Monde, je pouvais avoir confiance à cette information. Et que je savais que si j'allais sur d'autres sites, je ne pouvais pas avoir confiance. Et donc, la vraie question qui se pose, c'est comment Google ou ChatGPT va être capable de mettre un niveau de confiance dans l'information par rapport à un niveau d'expertise sur une information donnée. Et donc là, il y a tout un monde à inventer. Lucie, si demain le web sera agentique et le commerce également, cela veut-il dire que nous n'aurons plus besoin de développer une belle interface de front? Très bonne question. À cette réponse, je dirais qu'aujourd'hui, les AI Overview représentent que 10% des recherches. Donc, ce n'est qu'une petite partie. Par ailleurs, pour remonter dans les AI Overview, il y a aussi un truc qui est important, c'est d'avoir un beau site. C'est tout bête, mais s'il est optimisé mobile, s'il y a une bonne UX, s'il y a les bonnes informations. Donc, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir une belle interface. Ça veut dire qu'il faut avoir surtout un bon tagging technique. Donc, là où avant, majoritairement, c'était des gens qui venaient visiter votre site, même s'il y avait pas mal de robots, la part technique augmente. Mais il faut quand même une belle interface parce que le site restera une interface de sécurité sur lesquelles les gens reviendront. Donc, c'est important de garder quand même les bases du web. Hein. Il y a beaucoup de gens qui disent que le SEO et le GEO, c'est la même chose, c'est la suite. Donc, il ne faut pas renier ce qui a fait votre force, à savoir une belle interface. Et les gens continueront à aller sur votre site si vous créez une identité de marque avec des valeurs, etc. Et ça, c'est important. Je pense que plus que jamais, créer une marque avec des valeurs, avec une identité, comme nous, on essaie de le faire chez Partout. Hein. Notre identité, on essaie de la créer humaine, experte, etc. C'est des choses qui vont compter demain. Grégory, un des enjeux de l'IA pour l'avenir est la confiance dans les contenus générés. Il y a des hallucinations, mais aussi potentiellement des biais introduits. N'a-t-on pas besoin de sites web, contenu publié par une source connue et consultable de façon ouverte pour sourcer les réponses? Alors, 2 points. Le sujet des hallucinations, d'abord, parce que les hallucinations, c'est une question qui est souvent posée sur l'IA. En gros, il y a beaucoup de gens qui considèrent que l'intelligence artificielle, par son processus génératif, donc par son processus aussi probabilistique, c'est-à-dire que c'est jamais la même réponse, va tout simplement générer des choses différentes à chaque fois. Et il y a beaucoup de possibilités qu'il y ait des erreurs. Ces erreurs sont appelées des hallucinations. Quand Google AI Overview est sorti, il y a des milliers de personnes, si c'était des millions, qui ont commencé à poser des questions absurdes, du type est-ce qu'il faut manger des cailloux pour avoir plus de calcium? Dans l'espoir qu'il y ait des hallucinations et des fausses choses. Par exemple, comment faire en sorte que le fromage colle à une pizza et l'IA répond mettre de la glu. En fait, là, ça a fait un énorme bad buzz parce qu'il y a eu tellement d'hallucinations que Google a été obligé de faire de corriger des choses. Et donc, aujourd'hui, il y a beaucoup moins d'hallucinations. Notamment parce que les hallucinations qui sont liées à AI Overview sont principalement liées à des vides d'informations. Ça, c'était très intéressant dans les articles que j'ai lus sur le sujet. Si Google dit qu'on peut manger
des pierres pour avoir plus de calcium, c'est juste qu'il n'y a aucun article en ligne qui dit qu'il ne faut pas manger de pierre pour avoir plus de calcium. C'est un vide. Et donc, les hallucinations, elles arrivent quand les gens posent des questions absurdes. Or, au moment des AI Overview, plein de gens ont posé des questions absurdes pour triquer l'IA. Et Google a mis en place énormément de garde-fous pour justement avoir moins d'hallucinations. Aujourd'hui, le nombre d'hallucinations sur AI Overview est minime de chez minime de chez minime. Et ça, c'est le travail de Google qui ne pouvait pas sortir un produit aussi rapidement que ChatGPT parce qu'ils avaient une responsabilité en tant que moteur de recherche et en tant qu'en fait presque part de nos vies au quotidien. Donc ça, c'est pour répondre à la question de Grégory sur les hallucinations. Il y a une deuxième question qui est très vraie, qui est les biais. Quand Google a sorti son modèle d'IA génératif pour les images, je ne sais pas si vous avez suivi, mais il y a eu des nazis noirs qui ont été générés ou des papes chinois. Il y a plein de gens qui ont dit, en fait, c'est complètement absurde, on essaie de contrer des biais. Si vous tapez généralement une photo d'un CEO, non, d'un dirigeant ou d'une dirigeante avec un point E, dans 90% des cas, ça sera un homme qui sera généré. Et donc là, ça pose vraiment des questions. Pourquoi l'IA génère une photo d'un homme quand on parle d'un CEO? Pourquoi ce ne serait pas 50% d'hommes et 50% de femmes? Et après, il y a des questions. Pourquoi, quand je demande de générer une image d'un pape, ben, c'est 50% noir et 50% blanc? Et en fait, il y a toutes ces questions qui sont posées. C'est-à-dire qu'en essayant de revenir en dehors des biais, ne va-t-on pas introduire des biais? Et donc, c'est des questions. Moi, je suis passionné par ce sujet, mais il n'y a pas de bonne réponse. C'est-à-dire que la notion de biais elle-même part d'une conception du monde. C'est-à-dire que si on dit quelle est la décision? Si je tape fais-moi une photo d'un CEO, il faudrait qu'il y ait 50% d'hommes ou 50% de femmes, ou il faudrait qu'il y ait exactement le même pourcentage qu'il y a de CEO en France? Quelle est la bonne réponse? Et donc, ça, c'est des débats sociétaux. Le vrai problème, c'est que ces débats de société ne sont pas portés par l'État. Ils sont portés par les laboratoires d'IA. Et donc, là où ça pose un vrai sujet, c'est que les biais sont les biais américains. Et je vais vous donner un dernier exemple sur cette question qui me paraît hyper important et symptomatique d'une problématique pour la France. Si je demande, et en tout cas j'avais fait le test à Gemini, de me donner une bonne recette de foie gras, qu'est-ce que va me répondre ChatGPT ou Gemini? Désolé, mais le foie gras blesse les animaux et tu devrais plutôt faire une autre recette. Pourquoi? Parce qu'aux États-Unis, le foie gras n'est pas pensé comme un produit qui est en ligne avec les valeurs de Google. Pour eux, et peut-être aux États-Unis. Mais pour nous, bah, en fait, si. Et donc, nous, on utilise des technologies américaines qui ont des biais. Et ça peut être des biais, là, je vous prends un exemple qu'on peut tous comprendre facilement, qui est le foie gras. Mais on peut imaginer plein d'autres biais, des biais démocratiques, des biais même de relations humaines, etc. Quand je demande à quelqu'un de réécrire un mail pour moi, mais forcément, il va le biaiser, ce mail. Il va donner des choses qui ne sont pas les bonnes. Et donc, l'IA est forcément biaisée par des données d'entraînement qui sont Internet. Bref, c'est un sujet, on pourrait en parler pendant des heures. Et il y a notamment toute une formation, dans les 6 formations, il y a toute une partie sur les biais avec le reinforcement learning et tous ces sujets. Pascal, est-ce que le CTR et actions prises en GEO est différent versus le SEO? Les premières stats montrent que le GEO génère des clics beaucoup plus intentionnels versus Google. Comment tu penses, que penses-tu de ces sujets? Alors, là où Google a communiqué que quand un clic provient d'une réponse générée par IA, donc du GEO, les gens qui cliquent sur ces liens restent beaucoup plus longtemps que les gens qui cliquaient sur des liens avant les GEO. C'est un peu normal, puisque dans un cas, si je clique sur le sujet, c'est vraiment j'ai besoin de plus d'informations, et donc je suis vraiment dans une recherche intentionnelle, soit d'achat, etc. Donc si je clique sur le lien, ben, je vais rester plus longtemps, alors qu'avant, ben, je voulais juste une information, donc je cliquais, puis je repartais. Donc là, Pascal, où je te rejoins, c'est que les clics générés par des affichages GEO sont beaucoup plus intentionnels, parce que si tu cliques alors que tu avais déjà la réponse, c'est que tu veux plus d'informations. Et donc là, tu veux des réponses plus complètes. Donc oui, mais la question, c'est est-ce qu'il y a toujours plus de clics? Donc là, c'est tout un débat. Est-ce qu'on préfère avoir plein de visites ou moins de visites, plus intentionnelles? Moi, je pense que le plus de clics on a, le mieux on peut convertir. Et que, en tout cas pour la stratégie de partout, ça pose des questions parce que nous, on produit énormément de contenu pour aider nos clients et les réseaux physiques. Mais je n'ai pas envie que ce contenu il soit utilisé que quand les gens ont vraiment une question très complexe. Donc, tout un débat. Julie, les AI Mode, ce sont des sites web à proprement parler avec des noms de domaine ou bien un aperçu des sites qui restent uniquement sur le SERP? Alors, les AI Mode, aujourd'hui, ce n'est pas des sites avec un URL propre.
c'est même pas encore des sites. La vision que j'ai donnée, à savoir que c'est des sites générés à la volée, c'est quelque chose qui devrait arriver dans les prochaines années et sur lesquels tous les experts aux États-Unis sont en train de réfléchir. Aujourd'hui, les AI modes, c'est principalement des carousels et des interfaces et des graphiques, mais ce n'est pas encore des sites à proprement parler avec des URL. Dans tous les cas, comme le site sera généré à la volée, eh bien, il n'y en aura pas d'URL à proprement parler et ça sera juste intégré dans un aperçu, comme tu le dis, dans la SERP, avec bien sûr la possibilité de descendre et de cliquer sur des liens de source. Donc, non, il n'y aura pas d'URL spécifique pour chaque recherche. C'est 5 trillions de recherches par an Google, 5 000 milliards. Donc, ça ferait beaucoup d'URL, je pense. Et je ne sais pas s'ils sont capables de le faire, mais c'est une bonne question. Florent, quid de la recherche universelle avec les contraintes liées au RGPD? Alors ça, c'est une question... alors, d'une part, je ne connais pas assez bien RGPD, même si on l'applique chez partout, etc., et que c'est un sujet que je connais, mais j'ai pas... En fait, j'ai écouté des podcasts sur le sujet, et le vrai sujet des IA, c'est ce qu'on appelle l'entitlement, c'est-à-dire qu'est-ce qu'a le droit de faire l'IA. Et en fait, demain, le vrai enjeu des RGPD, c'est que quand tu as une IA, tu puisses lui dire ce qu'elle a le droit de lire, ce qu'elle a le droit de modifier et ce qu'elle a le droit de faire. C'est ça l'enjeu, en fait. Le vrai enjeu, c'est de contraindre ton IA à ce que tu veux. Et si tu lui dis « je ne veux pas que tu accèdes à mes mails », tu dois avoir la possibilité, en un clic, de ne pas lui donner accès à tes mails. Donc, en fait, c'est le vrai sujet de toute cette recherche universelle, c'est que les humains doivent avoir la possibilité de décider ce à quoi leur IA a accès. Et ce qui est utilisé pour entraîner les modèles, et ce qui est utilisé pour... ce qui est diffusé, en fait. Donc, la vraie question de la vie privée, c'est juste je mets en avant ce que je veux. Et donc, là, il faut que les agents aient des setups. Tu peux désactiver la mémoire de ChatGPT, mais en fait, ça va être beaucoup plus compliqué parce que tu vas pouvoir désactiver plein de trucs. On l'espère. Florence, est-ce que l'on sait quand les AI Overview vont arriver en France? Non. Malheureusement, j'étais encore avec des gens de Google hier soir, et même les gens de Google France n'ont pas l'information de quand AI Overview va arriver en France. Et d'ailleurs, il n'y a pas de réponse officielle à la question pourquoi la France est-elle, au même titre que la Turquie ou la Chine, le dernier pays au monde à bénéficier des AI Overviews. Moi, j'ai des idées dessus, mais je n'engagerai pas partout là-dessus. Voilà. Alors, on savait qu'on aurait beaucoup de questions. Et donc, on va sûrement organiser un événement avec, alors on espère avec des gens peut-être chez Google, une agence, etc., pour répondre en physique à toutes les questions et faire une table ronde. On essaie d'organiser ça parce qu'on voit bien que nos clients ont beaucoup de questions. Et notre enjeu, ça va être de pouvoir y répondre, mais peut-être dans un temps dédié avec des tables rondes, des discussions, etc. Et ça, on aime bien le physique. Moi, j'aime beaucoup les webinars parce que ça permet d'avoir plus de monde. Mais on aime bien les échanges physiques parce que ça permet de rencontrer nos clients, etc. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on va arrêter maintenant. Et pour la suite, si vous avez des questions, vous pouvez contacter les équipes de partout qui n'auront pas toutes les réponses sur tout, mais qui pourront essayer de vous accompagner sur certains aspects, notamment sur le local. Et si vous êtes abonné à notre newsletter ou que vous avez reçu nos mails, on vous invitera pour un événement. Merci à tous. C'est toujours un plaisir d'échanger sur ces sujets. J'espère que vous sentez la passion qu'on a pour ces sujets et je vous souhaite une excellente journée. Merci à tous ceux qui sont restés, même pour les questions. Et au plaisir de se revoir à un autre webinar. Merci beaucoup.